Bonjour à tous. Nous sommes voilà en direct, comme nous l'avions dit, à l'heure dite d'ailleurs. Il est 15 heures bientôt 50 et nous allons nous retrouver pour évoquer un personnage que je suis très heureux de vous présenter, de vous représenter d'une certaine manière, mais je vais vous expliquer l'histoire un petit peu de sa personnalité, de son parcours surtout. Et c'est l'occasion de revenir sur, voilà, à l'occasion de ces moments un peu particuliers qu'est le confinement que nous connaissons, de revenir avec plus de temps, comme nous le faisions habituellement lors des conférences, et d'évoquer ce personnage qui mérite effectivement beaucoup plus de temps qu'on ne le fait par habitude lorsqu'on fait une conférence où nous sommes limités par l'espace et encore plus en ce moment. Donc, euh, donc voilà, vous allez nous rejoindre, je crois, à partir de bientôt, puisque le lien va vous être mis à jour sur le site internet du Souvenir napoléonien. Donc, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, nous sommes au Souvenir napoléonien. D'ailleurs, derrière moi, vous reconnaissez les différents panneaux de présentation qui sont parfois exposés dans les écoles, dans les lieux d'exposition, pour rappeler l'histoire à la fois civile et ici, en l'occurrence, militaire de l'Empire, notamment de la Grande Armée. Donc voilà, c'est un siège qui est là pour vous accueillir avec Marie-Hélène Drier, avec Nathalie Paolucci qui va vous dire un petit mot tout à l'heure. Donc nous sommes là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions pendant ces moments de confinement. Et à cette occasion, eh bien, nous avons décidé de mettre en place ces conférences en vidéo, on appelle ça en live, je n'aime pas ce mot, mais en direct, tout simplement, pour évoquer des personnages, des événements historiques qui ont pu voilà, se dérouler, et qui parfois sont un peu tombés dans l'oubli, mais c'est l'occasion justement, c'est l'occasion de se retrouver pour l'évoquer. Et donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous pour cette première, cette grande première. Et vous allez le voir avec Nathalie qui va vous dire un petit mot. C'est que l'idée, c'est de lancer, de mettre en place un rendez-vous régulier, le plus régulier possible pendant ce temps du confinement, et puis pourquoi pas ensuite poursuivre avec d'autres historiennes et historiens qui me succéderont. D'une certaine manière, on essuie un peu les plâtres, si l'on peut dire, mais c'est l'occasion de se retrouver en ce 5 novembre, de se retrouver autour d'un personnage, et donc nous allons l'évoquer ensemble. Il est 15h52, vous voyez, donc on est vraiment en direct. Et je vois que vous êtes déjà plus d'une dizaine à nous avoir rejoints. Donc voilà, progressivement, on va pouvoir parler, enfin du moins, je vais évoquer ce personnage. Mais rassurez-vous, pour toutes celles et tous ceux qui prennent en route, ou pour ceux qui d'entre vous n'ont pas eu l'occasion d'avoir cette possibilité parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont d'autres activités, eh bien rassurez-vous, à partir de dans quelques heures, peut-être demain, vous pourrez retrouver, et même, je crois même ce soir d'ailleurs, vous pourrez retrouver toute cette conférence, cette présentation en lien sur la page internet du site du Souvenir napoléonien. Donc ce sera permanent et vous pourrez réécouter cette présentation et ensuite, eh bien, différents intervenants, d'autres historiennes et historiens, comme je vous le disais, viendront présenter leurs travaux plus récents, notamment lorsqu'il y a une publication d'un ouvrage, donc présenteront leur sujet et tout cela se retrouvera à la fois sur les réseaux, mais aussi donc surtout sur notre site internet qui est là pour vous présenter un certain nombre d'éléments, d'histoires, de personnages, je vous le disais. Et donc cette fois-ci, nous entamons un cycle de présentation vidéo. C'est un peu nouveau, mais on va voir ce que ça comporte et comment ça va fonctionner. Donc, je vais laisser la parole bientôt à Nathalie Paolucci, qui va vous dire un petit mot et qui va lancer donc très officiellement. Je remercie aussi le président Christian Bourdeil et l'ensemble des délégués, des adhérents, de rendre possible cette vidéo en direct. Et donc, je laisse la parole à Nathalie avec la distance sanitaire réglementaire. Elle vous dit un petit mot et je vous retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous, chers adhérents, chers amis, bienvenue. Nous sommes en direct du siège du Souvenir napoléonien à Paris pour
pour notre premier rendez-vous, cette première épopée en direct. Alors pour commencer, un chiffre, 1000. Et oui, depuis hier, nous avons commencé à communiquer. Eh bien, vous êtes déjà 1000 à nous avoir rejoints. Donc, écoutez, c'est formidable. Merci à vous tous. C'est formidable parce que le souvenir napoléonien innove. Le souvenir napoléonien s'adapte. Et vous vous en doutez, nous allons évidemment développer et diversifier nos rendez-vous. D'ailleurs, David vous en a un petit peu parlé. Dans les prochains jours, vous trouverez toutes ces informations sur notre site internet, page événements, et puis aussi en relais sur nos pages Facebook et Instagram. Alors écoutez, il me reste à vous souhaiter de passer un très agréable moment en compagnie de cette histoire de France qui nous est si chère. Et sans plus tarder, eh bien, je laisse la parole à David Chantrane qui va évoquer cette première épopée, l'épopée du général Thiard, chambellan et espion de Napoléon. David, merci. Voilà. Donc, merci à Nathalie de son petit mot d'accueil. Je vous le disais, Christian Bourdeil est là également. Et il est à la suite de cette opération. C'est lui qui a lancé cette initiative. Et je vous le disais, donc, l'ensemble des délégués régionaux, internationaux, je pense à nos amis de Belgique, de Suisse, d'Italie, de Suède, enfin voilà, toutes celles et tous ceux qui vont vouloir nous rejoindre sont les bienvenus et nous allons évoquer aujourd'hui donc un personnage qui, je crois, pour certains d'entre vous est un peu méconnu, mais qui, j'espère, va vous passionner parce que c'est un peu ça aussi l'idée de ces rendez-vous et de cette épopée en direct, c'est d'évoquer l'épopée impériale sous des dehors ou sous des aspects un peu moins connus que les sempiternels personnages que nous avons l'habitude de croiser lorsque la revue, par exemple, que vous allez recevoir pour le magazine Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien, donc le prochain numéro, le numéro 98, est sous presse. Donc vous allez la retrouver dans très peu de temps. Eh bien, voilà, il y a des personnages qu'on connaît habituellement, que vous voyez dans les ouvrages, mais il y a ce personnage, donc le général Thiard. Et ce général Thiard, lorsque les passionnés d'Empire s'intéressent à la diplomatie, peu de noms, il faut bien avouer, viennent à l'esprit, et surtout pas Thiard. Lorsqu'on parle de diplomatie, lorsqu'on parle des affaires étrangères, au temps de l'Empire, au temps de Napoléon, c'est Talleyrand. Talleyrand qui vient immédiatement. On sait son influence, son rôle. On cite aussi quelques ambassadeurs. Alors parmi les plus célèbres, le premier d'entre eux, pour des raisons que vous connaissez, hein, il a été mis un peu à l'écart par son frère, c'est Lucien Bonaparte, qui était ambassadeur en Espagne. Mais il y a aussi quelques futurs maréchaux, maréchal Ney, futur maréchal Ney, Victor, Jourdan, Lannes, Brune, Sérurier, Gouvion, ainsi que Bignon ou Narbonne-Lara ont été des ambassadeurs de très haut rang et de très bonne qualité pour certains d'entre eux, la plupart d'ailleurs. Mais quasiment jamais, il faut bien avouer, le général Thiard apparaît lorsqu'on parle d'ambassade, lorsqu'on parle des affaires étrangères. Pourtant, rarement personnage aura marqué autant l'histoire des premières années du règne, c'est-à-dire entre les années 1804 et 1806. Et c'est ce que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui. À l'origine, pourquoi ces années-là? Tout simplement parce que les mémoires qu'il nous a laissées livrent une des sources les plus importantes de ces premières années de l'Empire. 1804, vous le savez, la proclamation de l'Empire, c'est le 18 mai, donc le 28 floréal de l'an 12, si l'on prend évidemment le calendrier républicain. Mais ça va jusqu'en 1806 et ces années-là, finalement, elles sont importantes parce que, on va en parler tout à l'heure, il y a bien entendu la bataille d'Austerlitz, où d'ailleurs Thiard tient un tout petit rôle. Mais il y a surtout la proclamation de l'Empire, je vous le disais, le sacre, et ça va jusqu'au mariage d'Eugène de Beauharnais. Et Eugène, le mariage d'Eugène marque un tournant dans à la fois l'histoire de Napoléon, mais aussi plus largement de la dynastie des Bonaparte. Vous savez, Eugène, c'est le fils que Joséphine a eu avec le vicomte de Beauharnais. Et Eugène, tout comme Hortense, eh bien, constitue une sorte de famille d'entourage, famille de mariage de Napoléon autour de lui. Donc, le mariage que va avoir Eugène de Beauharnais compte énormément. Thiard, il faut bien l'avouer, alors bien sûr, je vous l'ai dit aussi, mais il est moins connu que nombre de mémorialistes qui ont donné à l'épopée légendaire ses lettres de noblesse. Mais il n'en demeure pas moins, quand même, l'un des plus exceptionnels témoins.
à la fois par sa présence au sacre, en sa qualité de chambellan, il a été nommé chambellan pendant cette année 1804, par sa proximité avec le couple impérial lors du séjour à Milan, lorsque Napoléon, vous vous en souvenez sans doute, prend la couronne de fer des rois lombards, et il s'en coiffe, comme d'ailleurs il l'a fait à Paris. Thiers aussi par ses missions dans les États allemands, par son action auprès du général chef de guerre. Napoléon est devenu un général empereur. Donc, lui, en tant que général, Thiers peut lui être utile. Eh bien, Thiers a été en quelques mois à peine à la fois un spectateur privilégié des plus éminentes actions entreprises par Napoléon à travers l'Europe, mais surtout, vous allez le voir, un espion, ou du moins, allez, un agent de grand talent. Surtout à l'exemple d'un Ségur à la fois diplomate en exercice et militaire de terrain, eh bien Thiers a pris la mesure, comme peu de ses contemporains, de toutes les réformes géopolitiques engagées par l'administration impériale, qui étaient héritières à parts égales des intendants d'Ancien Régime d'un côté et des commissaires de la Révolution de l'autre. Pour mieux le connaître, eh bien, on faut quand même relire les lignes que lui a consacrées en 1900 le premier éditeur de ses mémoires, qui était l'ancien chartiste Léon Slex, et il nous en dépeint un certain nombre de détails, et il nous explique un petit peu qui est-il, ce Thiers en question. Ben, Thiers, il est comte de Bissy, et il est originaire de la cité mâconnaise de Jeangoux-le-Royal. Sa famille est noble depuis à peu près le XVe siècle, et elle est bien connue des amateurs d'histoire parce que, outre, vous en connaissez au moins un, j'imagine, le poète de la Pléiade, Pontus de Thiers. Il y a également son neveu Cyrus de Thiers, qui ont été chacun aussi d'ailleurs évêques de Châlons. Il faut aussi rappeler les attributions d'un cardinal, oui, un cardinal de Bissy, qui a été successivement évêque de Toul, région qui m'est chère, hein, la Lorraine, et évêque ensuite de Meaux. Mais cette lignée d'hommes d'église compte également dans ses rangs des lieutenants généraux aux armées du roi, et surtout, plus encore peut-être plus célèbre de tous, un académicien, Claude de Thiers. C'est lui qui est à la fois Claude de Thiers, qui est à la fois comte de Bissy, vous allez voir, les titres sont importants, hein, baron d'Autun, de Pierre-en-Bresse, de Volverie, seigneur de Frétrance, d'Ampierre-en-Bresse, La Chapelle-Saint-Sauveur, Saint-Didier-en-Bresse, Bragny-sur-Saône, Charnay-les-Chalons, Saviange et autres lieux. Vous voyez, le titre long comme le bras. Il a été également, ce Claude de Thiers, maréchal de camp aux armées du roi, lieutenant général de la province du Languedoc et gouverneur de la ville d'Aussonne, puis du palais des Tuileries. Ah, Aussonne, palais des Tuileries, là, tout de suite, ça commence à se rapprocher un peu de ce qu'on connaît mieux, c'est-à-dire de Napoléon. Oui, oui, forcément. Forcément, parce que Aussonne et les Tuileries, eh bien, le destin de Claude de Thiers va être lié à celui de Napoléon. Ce fils, eh bien, il va s'appeler, comme son père servait à Aussonne, eh bien, il va le prénommer, c'est étonnant, mais c'est vraiment la réalité, il va le prénommer Aussonne Marie Théodose de Thiers. Et comme par enchantement, eh bien, c'est dans le palais des Tuileries que Jeanne Thérèse Tessier, sa mère, va mettre donc au monde ce fameux général dont nous allons parler. Il naît le 3 mai 1772. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, les Tuileries, c'est un palais royal, mais que bientôt Louis XVI va arriver au pouvoir, donc nous sommes à la fin du règne de Louis XV, et que les Tuileries, eh bien, c'est un palais un peu vide, ou du moins un peu inoccupé par la cour, qui se trouve, elle, à Versailles. Mais c'est un palais royal. Et donc le jeune homme fait ses premiers pas dans la capitale, à Paris, comme il le racontera plus tard. Il dira d'ailleurs, j'étais sur les genoux des philosophes et des encyclopédistes, de Condorcet, de Crébillon, de Chamfort, de Laharpe, de Marmontel, de Suard, de d'Alembert et de Diderot. En fait, il a vécu au milieu des encyclopédistes, donc de ce siècle des Lumières, évidemment. Malgré son jeune âge à l'époque, il côtoie donc la cour qui de temps en temps vient à Paris, ou du moins une partie. Il y vit à proximité du couple royal les dernières années de l'Ancien Régime, car il a la chance, par son oncle, d'assister à Versailles au concert du dimanche ou à Vincennes aux courses des chevaux. Un an avant la prise de la Bastille, en 1788, il est donc tout jeune, il a 16 ans, il est nommé second sous-lieutenant surnuméraire et sans appointement au régiment d'infanterie du roi. Mais la Révolution éclate et il se fait licencier de cette unité en février 91, ce qui va le conduire à entrer de plein pied dans la contre-révolution. Il est noble, il se sent attaché à la famille royale, et en février 91, alors que les choses commencent à tourner, eh bien, il se rend compte que son destin n'est pas ici à Paris, mais qu'il doit partir.
En 6 ans, les choses vont être un peu évoluées, mais tout va se jouer en Suisse. Mais revenons en 1791. En 1791, Thiard décide donc de quitter la France, d'émigrer, et il gagne l'armée de Condé, précisément à l'escadron des officiers du régiment de cavalerie du roi. Il va devenir ensuite sous-brigadier à la compagnie de Lancelot, du 1er régiment noble à cheval, et ensuite lieutenant aux hussards de Basquille en mars 1797. Je vous le disais donc 6 années au cours desquelles il est de l'autre côté de la frontière et il sert les intérêts de ce qu'on appelle la contre-révolution, de tous ces émigrés qui choisissent de servir et de porter les armes contre la France républicaine. Mais à la signature à Léoben de la paix d'un certain général Bonaparte, Thiard constate que l'armée de Condé va passer au service de la Russie. Alors là, non. Là, il en est hors de question. Son choix est fait. Il demande un congé et il rentre en France, comme je vous le disais, par la Suisse en août 1797. Il a fait son choix. Il refuse d'aller servir pour les Russes. Encore, quand c'était du côté un peu autrichien, parfois britannique, bon, ça pouvait encore se discuter, mais côté russe, il se dit, mais non, mais quels intérêts je sers finalement. Donc, il va lier son sort à celui qui, 2 ans plus tard, va devenir premier consul. Mais entre-temps, il a obtenu son congé et il s'est retrouvé, après le coup d'État du 18 Fructidor, donc 1797-98, dans un moment encore un peu intermédiaire. Il se dit, je ne vais pas servir les Russes, on ne veut pas encore de moi en France, et il se rend compte que dans les Dragons d'Anguin, on a besoin, forcé par les événements, on a besoin de personnages un peu comme lui. Donc, il va servir les armées du dernier descendant, grand descendant du Grand Condé, c'est-à-dire le duc d'Anguin, dernier descendant des Condé, mais l'armistice du mois d'octobre 1800, eh bien, Thiard va obtenir sa radiation de la liste des émigrés et il peut rentrer officiellement à Paris de manière maintenant définitive le 29 novembre 1801. Vous l'avez compris, en 1801, c'est le consulat. Bonaparte a fait son coup d'État les 18 et 19 Brumaire de l'an 8, et donc depuis cet an 8, fin de cet an 8, du moins début de l'an 8 de la République, donc fin de l'année 1799, début 1800, le consulat est installé. Vous l'aurez compris, le général Thiard, c'est un parcours finalement assez classique pour nombre de ce qu'on appelle les ci-devant au cours des premières années révolutionnaires, puis sous le Directoire. Le consulat va tout changer pour lui, et Thiard, qui va maintenant, vous l'aurez compris et vous aurez noté, 1802, 1801, il a 30 ans, et bien Thiard choisit définitivement de gagner la confiance du nouveau chef de l'État. Mais pas très facile. On accepte qu'ils reviennent, mais on s'en méfie. Ils ont servi de l'autre côté pendant plusieurs mois, voire des années. Mais très étonnamment, Thiard va parvenir très vite à gagner cette confiance. Le 12 février 1802, on aperçoit dans les registres officiels qu'il est nommé conseiller général de Saône-et-Loire. À l'époque, conseiller général, ce qu'on appelle un conseiller départemental aujourd'hui, n'est pas élu. C'est comme pour les maires à l'époque, comme que pour les différentes personnalités importantes, et en particulier encore pour les préfets et les sous-préfets aujourd'hui, mais toutes ces personnalités, tous ces postes importants sont nommés par le premier consul. Et il va rester conseiller général pendant 8 années. D'autres mandats vont s'ajouter. Il sera président de l'Assemblée de son canton. Il va tenter en vain de devenir député au corps législatif en se présentant contre un autre général, mais beaucoup plus célèbre et beaucoup plus connu, recommandé d'ailleurs que lui, qui est le général Duhem. Mais il est refusé, et il est aussi refusé par le Sénat, battu par un autre. Alors là, pourquoi s'être présenté contre lui, on se demande d'ailleurs. Il se présente contre le maréchal Lefebvre, et là, évidemment, Lefebvre qui est un maréchal honoraire, Lefebvre le bat à plat de couture. Donc voilà, Thiard tente comme il peut de se faire une place, mais il reste quand même conseiller départemental, conseiller général à l'époque. Dans cette élection un peu ratée, on raconte qu'il va emporter, que Lefebvre va emporter le vote en s'écriant, si nous nommions, parce que Lefebvre défend sa position, si nous nommions un émigré de l'armée de Condé de cette sorte, nous mériterions d'être lapidés par le peuple en sortant de cette enceinte. Évidemment, tout le monde va voter comme un seul homme pour Lefebvre. Alors vous allez me dire, on est en 1802, 1803, comment se fait-il que cet homme qui se présente contre même des amis de Napoléon, ou du moins des proches, comment en moins de 2 ans va-t-il pouvoir se retrouver nommé chambellan, puis devenir l'un des hommes de confiance de Napoléon?
Et bien là, toujours en lisant un peu ce que Léon Slex a pu recueillir comme information, on peut tout simplement dire que c'est non seulement le relief de son nom, Thiard quand même, c'était connu à l'époque, son rôle à l'armée de Condé, parce qu'on a remarqué quand même que c'était un bon combattant, mais peut-être aussi, ah, je vois que certains yeux commencent à s'ouvrir un peu plus, c'est peut-être ses relations avec Madame Récamier, la très jolie Madame Récamier. Vous voyez, rien ne change, vous le constatez. Ses capacités administratives aussi, son caractère ardent, ses brillantes qualités, bref, tout cela, parce qu'il a de l'entre-gens, tout cela va attirer l'attention de l'ex-premier consul qui va devenir empereur, et surtout un Napoléon qui est désireux, en outre, de se concilier l'ancienne aristocratie, donc il se dit, tiens, c'est finalement une belle prise, et il va décréter, va signer le décret au Palais des Tuileries, en date du 30 novembre 1804, de le choisir comme, je cite le texte officiel, Thiard deviendra l'un de mes chambellans ordinaires, écrit Napoléon. 30 novembre 1804. L'Empire est là depuis quelques mois, depuis 6 mois à peu près. Et 30 novembre 1804, si vous comptez bien, on est à quelques jours seulement du sacre. Donc c'est important d'avoir un chambellan en plus. Ce n'est pas d'ailleurs un chambellan en plus, c'est quelqu'un qui connaît les usages de la cour, qui a vécu aux Tuileries, qui sait exactement comment ça fonctionne. Et je vous rappelle que le 30 novembre 1804, depuis quelques heures, quelques jours à peine, le pape Pie VII est à Paris. Et il loge justement, où ça? Aux Tuileries, dans le pavillon de Flore, donc à quelques hectomètres de là. Donc avoir un chambellan comme Thiard qui connaît tous les usages de la cour, c'est très utile. Et on peut dire que d'une certaine manière, on imagine du moins que Talleyrand a dû jouer beaucoup pour pouvoir le nommer parce qu'il a besoin de gens de confiance. C'est un chambellan, voilà. Il a son poste, il a une belle expérience de l'armée auparavant, mais en face, dans les camps d'en face. Mais maintenant, 2 années très riches vont s'ouvrir pour lui. Et pendant les 2 années qui suivent, ce sont maintenant désormais à ces mémoires qu'il nous faut nous fier. Alors malgré les réserves d'usage, hein, quand on écrit des mémoires en général, on peut toujours un peu arranger les choses, mais force est de constater quand même, et en recoupant les informations, que le chambellan, qui est Thiard, va se montrer très précieux, et pas uniquement en tant que chambellan. Quand on lit donc ses souvenirs diplomatiques et militaires qui portent sur ces 2 années et demie, 1804, 1805 et un peu 1806, eh bien, à la manière d'un journal de campagne direct et précis, vont abonder en détails méconnus en Italie, au bivouac de l'empereur, lors de l'annonce de la défaite de Trafalgar, quelques réflexions sur les questions politiques ou logistiques, anecdotes en tout point, qui permettent vraiment de se figurer ce qui s'est passé à ce moment-là. Thiard aussi, dans ses textes qu'il va écrire, et je vais vous raconter ensuite comment ça s'est passé tout ça, mais Thiard écrit également et enrichit de lettres, de documents publiés in extenso pour la plupart, eh bien, va permettre de nuancer certaines informations qui ont été répétées par d'autres à l'envi sans avoir été vérifiées. Et ça permet aussi de réhabiliter certains de ses contemporains. En particulier, je sais que les Napoléoniens ne l'aiment pas trop, mais en particulier Bernadotte. Du moins, il tente à nuancer. Alors vous allez me dire peut-être qu'il est du camp de Bernadotte. Non, pas du tout. Il ne s'entend pas vraiment avec lui, mais il parle de Bernadotte avec des mots très choisis. Ce qui signifie que parfois, la réalité n'est peut-être pas celle qu'on imagine aujourd'hui. Mais bref, Bernadotte est dans l'action et à chaque fois qu'il le peut, Thiard, de manière plus large, raconte un épisode qui est demeuré à la postérité. Je vous en donne quelques exemples. En 1805, l'anecdote fameuse des torches de la veillée d'Austerlitz, des étangs gelés, la bataille qui suit, la rencontre des empereurs. Thiard est là. Et il sait exactement, il raconte ce qu'il voit, mais non seulement il raconte, mais il peut faire des comparaisons avec l'histoire passée. C'est quand même très utile pour l'historien que nous sommes ou pour les amateurs d'histoire que vous êtes toutes et tous. Pour aider son lecteur aussi, Thiard fait référence à des dessins, à des tableaux comme ceux de Baclair d'Albe, de Vernet, donc pour qu'on s'imagine à quoi pouvait ressembler la scène, qui permettent donc de mieux se figurer tout ce qu'il raconte. Et chose assez rare, il ne craint pas de dire qu'il doute d'un nom, d'un événement, en disant je crois me souvenir que ça doit être un tel, mais je ne suis pas sûr. Ce qui est quand même assez rare dans les mémoires de l'époque où on a l'impression, quand ils racontent les uns ou les autres, qu'ils sont sûrs à 100% de ce qu'ils ont vu. Non, Thiard, lui, il nuance un peu son propos. Par exemple, il ne craint pas de dire que, à la distribution des aigles, il a quelques doutes sur les personnes qui l'environnaient, qui ne se rappellent plus des circonstances d'une discussion qui s'est passée, qu'il a sans doute été influencé par les événements ultérieurs. Bref, qui d'autre que lui il le fait? C'est d'une certaine manière une certaine honnêteté intellectuelle. Et ça,
on peut vraiment, vraiment en savoir gré à Thiard de nous raconter comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces mémoires et c'est pour ça que je vous raconte donc cette vie de Thiard à travers ces mémoires. Bien évidemment et bien souvent, pour ce qui le concerne, alors ça c'est le propre des mémoires, il va se donner quand même le beau rôle. Il va rappeler par le menu son ascension depuis l'armée de Condé, son ralliement au nouveau régime, par exemple sa nomination au chasseur à cheval de la garde. Alors ça, il se met un peu en valeur en disant, voilà, je l'ai mérité, j'ai fait plein de choses. Bon. Il rappelle aussi ce qu'il fait sur le champ de bataille d'Austerlitz. Mais là, il était parfois en qualité d'aide de camp, d'interprète. Peut-être qu'il se met un peu trop en valeur. Bon, pas lui en vouloir non plus. Il écrit, bon, chacun ferait peut-être. Mais il nuance, ce qui est quand même assez, je vous dis, assez intéressant. Et il nous raconte dans le menu les tractations du mariage, du fameux mariage dont je vous parlais tout à l'heure, du mariage d'Eugène de Bornay. Enfin, quoi qu'il rédige ses souvenirs tardivement, ça je vais commencer à vous en parler, on est déjà au moment de la monarchie de Juillet, eh bien, le général ne craint pas d'ajouter que la mort du duc d'Enghien, alors ça il raconte après, mais est le moment, seul acte de l'empereur, je cite Thiard, qui puisse lui être reproché. Bon, ça, d'une certaine manière, il prend un peu, même Napoléon lui-même, hein, regretterait un petit peu après, même à Sainte-Hélène, non pas qu'il regrette, mais bon, il reviendra sur l'épisode. C'est vrai que c'est un moment quand même qui a marqué les esprits, qui a fait basculer un certain nombre de personnes en 1804 au moment de l'attentat, donc voilà, l'exécution du duc d'Enghien. Le portrait intéressant que Thiard dresse aussi, toute nuance et circonstanciée de Napoléon, apporte des éléments à qui souhaite mieux comprendre le caractère du souverain, connaître ses sujets de conversation, parle de l'Égypte, du théâtre, voilà, voilà. Et Thiard nous en fait part, ce qui est intéressant. Les musiques que Napoléon aimait fredonner, ses croyances religieuses, ses convictions personnelles. Et donc, je vous dis, je ne connaissais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a 2006-2007, en 2007, je connaissais l'existence de Thiard, mais voilà, on avait vu un nom aussi ou là, parfois apparaître, mais à peine. Et dans sa nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l'époque napoléonienne, écrit ou traduit en français, je prends le titre intégral, Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l'époque napoléonienne, écrit ou traduit en français, en 1991, Jean Tullard considérait Thiard comme l'auteur de, il disait juste, curieux mémoires touchant aux sujets des plus divers. Bon, c'est tout. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut porter un crédit à Thiard? Donc j'en ai parlé avec Jean Tullard, il m'a dit, oui, oh, ça n'a pas grand intérêt, mais bon, si vous retrouvez la chose, pourquoi pas. Je suis allé voir, et puis, Nous étions à Austerlitz en 2005, Jacques Jourquin précise dans l'introduction que les souvenirs de Thiard contiennent d'intéressantes informations grâce à ses fonctions proches de Napoléon pendant toute l'année 1805 et à Austerlitz en particulier. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, ça m'est l'occasion de rendre vraiment à Jacques Jourquin ce que je lui dois. Il m'a formé aussi à ce métier et vraiment je le remercie. Donc voilà, Nous étions à Austerlitz, il parle de ça et j'en ai parlé bien sûr avec lui de vive voix. Il me disait oui, ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Donc, je vous rappelle, il est chambellan de l'empereur, le général Thiard. Il est né en 1772. Et il écrit, Jacques Jourquin, qu'il est au premier rang des témoins de la grande campagne victorieuse d'Austerlitz. Je me dis, bon, il raconte les sacres. Vous vous souvenez que j'ai publié en 2004 le Sacre de Napoléon aux éditions Talendier, toujours sous la direction de Jacques Jourquin, qui s'intéresse aussi à Milan, aux tractations diplomatiques, des batailles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de personnages de l'histoire, en particulier de l'histoire napoléonienne, qui sont intéressés à ces différents éléments. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et donc, j'ai cherché. Il y avait des volumes voilà, un peu partout dans les bibliothèques, mais enfin pas beaucoup surtout, mais dans les bibliothèques spécialisées. Et puis un beau jour, un peu le hasard, sur les quais, quand il y avait encore beaucoup de bouquinistes, je suis tombé sur ces mémoires. Donc je vous le disais, les mémoires ont été publiées pour la première fois et unique fois en 1900 par Léon Slex, hein, qui avait retrouvé le manuscrit. Et j'ai commencé à regarder dans le détail. Et je me suis dit, mais il faut le republier, ce texte. Donc c'est ce que j'ai fait avec les éditions Soteca. On a republié en 2007 les mémoires de Thiard. Donc souvenirs de Thiard que vous pourrez retrouver, et ils sont toujours disponibles, toujours en vente.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Thiers? Parce que finalement, j'en parle sans en parler. Qu'est-ce que concrètement, quelques extraits quand même, qu'est-ce qu'il nous raconte? Non seulement c'est un diplomate, mais c'est aussi, je vous le disais, un espion. Donc, il est au cœur de l'histoire qui s'écrit avec un grand H. Voici tout d'abord quelques traits de caractère de Napoléon, parce que je vous en ai parlé, maintenant je vais vous les donner. Qu'est-ce qu'il nous dit de Napoléon dans ses souvenirs? Je le cite, tout simplement, je vous le cite, et vous verrez, c'est vraiment passionnant parce qu'il a une façon d'écrire les personnages que je trouve assez captivant. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il a des lettres, hein, notre ami Thiard. Il a été dans un domaine et dans un contexte familial, je vous disais, avec voilà, un contexte où on a des évêques, enfin des hommes, des ecclésiastiques, des hommes d'église, à la fois des poètes dans sa généalogie, et puis surtout un ambassadeur lui-même membre de l'Académie française. Voilà, c'est quand même pas avoir une plus belle formation. Il écrit, pour parler de Napoléon, on attribue généralement à l'empereur un caractère despotique, absolu, ne souffrant ni objection ni contrariété, prêt à chaque instant à répondre par un mot désagréable à la plus légère observation. Je n'ai rien vu en lui qui ressemblât à ce portrait. Écrit toujours Thiard. Il part toujours de Napoléon. Hein. Il avait, comme tout le monde, des moments d'irritation. Mais je n'ai jamais remarqué qu'il fût sorti de sa bouche un mot offensant. Il s'emportait contre des fautes qui pouvaient compromettre le salut de l'armée ou les intérêts du pays. Jamais, par exemple, quand elles lui étaient personnelles. Parfois, il s'exprimait aussi avec une grande véhémence sur les rapports qu'on était forcé de lui faire d'événements auxquels on avait pris une part indirecte. Mais à la moindre observation qu'on ne pouvait en être rendu responsable, il disait sur le champ, donc Napoléon, ce n'est pas pour vous que je parle. Et même, il avait soin de donner désencombrançant cet adoucissement à la violence de ses expressions. Dans les salons de l'impératrice, écrit toujours Thiard, ces incartades n'avaient jamais lieu. Il y était d'une aménité parfaite, et souvent d'une gaieté, oui, dont personne, d'après les récits qu'on a fait de lui, on ne croirait susceptible. Et d'après ces récits, on penserait qu'on ne pouvait l'aborder sans craindre d'avoir à essuyer quelques traitements plus ou moins convenables. Cette inquiétude, termine Thiard, jamais, mais vraiment jamais, il ne l'a inspiré. Voici pour le caractère de Napoléon, par exemple, mais je ne vous dirai pas tout, hein. Je vous invite vraiment à lire Thiard. Suivent aussi quelques réflexions sur le souverain. Il nous dit, la conversation, lorsqu'on avait une conversation avec Napoléon, embrassait tous les sujets. Il allait assez souvent au spectacle et jugeait les pièces avec un goût sûr et exercé. Vous vous rappelez, par exemple, là c'est moi qui parle, hein, mais vous vous rappelez de son intérêt, plus qu'intérêt d'ailleurs, même pour les cantatrices, mais son intérêt pour la musique italienne. Mais pour le théâtre, on sait, notamment, il a fait jouer avec Talma un certain nombre de pièces, notamment à Erfurt. Mais Thiard continue. Pour la musique, c'était autre chose. Bon, il n'y entendait pas plus qu'en chimie, mais quand même, il savait reconnaître les choses. Les deux airs qu'il fredonnait le plus étaient Aimerez-vous votre beau-père ou bien Le chant du départ. Le premier, le premier indiquait qu'il avait l'esprit tranquille. Le second, que de grandes pensées agitaient son imagination. Donc, on pouvait savoir, si on peut résumer ce que dit Thiard, on pouvait savoir que s'il chantait Aimerez-vous votre beau-père, il était plutôt gai. Le chant du départ, c'était un peu agité. Le général met aussi fin à certaines inepties ou inexactitudes, en particulier dans le domaine politique. Je lis toujours. On croit généralement que dans les questions gouvernementales, et par conséquent les plus importantes à son sens, l'empereur ne souffrait aucune remontrance, qu'il n'écoutait jamais les avis du Conseil d'État. C'est une grande injustice. Sans doute, il se décidait parfois d'après sa propre volonté, mais souvent aussi, il l'abandonnait quand il voyait que le moment n'était pas opportun. Intéressant quand même. Enfin, pour mettre un terme aux nombreuses rumeurs ou allusions à un quelconque, je dis le mot, hein, parce qu'on lui dit tout le temps sur Napoléon, dictateur du domaine privé ou public, le général Thiard se montre là-dessus catégorique et assez ferme. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit. L'empereur, quand il chargeait quelqu'un d'une mission, qu'il avait un compte à lui demander, ne souffrait pas d'hésitation. Il ne faisait pas de questions absurdes, comme par exemple Souvarov, que Thiard a connu. Hein. Il parle de Souvarov parce qu'il a été du côté des coalisés. Souvarov qui demandait un jour à un officier combien il y avait de poissons dans la rivière
qui coulait sous ses yeux et qui, n'en ayant pas reçu de réponse, évidemment, c'est comme un peu les étoiles dans le ciel, eh bien, renvoya de l'armée le pauvre homme qui n'avait pas répondu. Mais il voulait des déclarations, en revanche, dit Napoléon, enfin, Thiard de Napoléon, il voulait des déclarations précises et catégoriques. Cependant, lorsque Napoléon apercevait que l'embarras résultait de la crainte, de l'impression que sa présence parfois faisait naître chez les gens, son amour-propre en était flatté, c'était peut-être une petitesse, mais cette petitesse n'en était pas moins réelle, et c'était parfois pour l'interlocuteur un moyen de lui faire sa cour. Bon. Mais il est positif, dit toujours Thiard, que souvent des hommes très haut placés et de grandes capacités se trouvaient tellement intimidés quand il leur adressait la parole qu'ils se voyaient dans l'impossibilité de lui répondre. Mais cela, eh bien, Napoléon ne les employait pas dans les affaires importantes. Il avait encore un autre écart de l'amour-propre. Il lui était impossible de comprendre comment quelqu'un qui avait le bonheur d'approcher de sa personne pouvait en perdre un seul instant. Et, continue toujours Thiard, c'est cependant ce qui m'arrivait très souvent, en parlant de lui-même, car aussitôt que je pouvais m'échapper, sans manquer à mon service et sans trop choquer les convenances, je revenais à mes habitudes d'indépendance et de liberté. C'était mon grief le plus grave à ses yeux. Vous le voyez, intéressant, parce que dans ses souvenirs, on décrit un Napoléon un peu différent de ce que l'on peut apercevoir ici ou là. Bon, il voit ce côté amour-propre, il joue un peu avec les personnages, mais Thiard, d'une certaine manière, n'a pas vraiment l'air de cacher la réalité. Il essaie d'être assez juste, si on peut dire, assez, j'allais dire, objectif. Que se passe-t-il ensuite dans la vie de Thiard? Que reste-t-il? Eh bien, on est en 1804. Que va-t-il se passer? Tout simplement, après les sacres parisiens et milanais, puis la campagne d'Austerlitz, Thiard est envoyé successivement auprès de l'électeur de Bade, auprès de l'électeur de Bavière et auprès du duc de Wurtemberg, auprès desquels il remplit la triple mission que l'historien, que vous connaissez ensuite comme président de la République, enfin voilà, la Troisième République, Adolphe Thiers, eh bien Thiers résume dans son histoire cette triple mission, il nous la raconte, c'est le prince Eugène de Beauharnais était cher au cœur de Napoléon, on ne pourrait pas dire le contraire, il l'avait fait vice-roi d'Italie, il lui cherchait une épouse, il avait jeté les yeux sur la fille de l'électeur de Bavière, princesse remarquable et digne de celui auquel elle était destinée, mais la princesse Auguste, son prénom, hein, Auguste, était promise à l'héritier de Baden, et sa mère, l'électrice de Bavière, violente ennemie de la France, alléguait cet engagement pour repousser une alliance qui les répugnait. Le général Thiard, ayant contracté des liaisons avec les petites cours allemandes lorsqu'il servait dans l'armée de Condé, donc vous allez voir, c'est très utile, avait été donc envoyé à Munich et à Baden pour lever les obstacles qui s'opposaient aux unions projetées. Thiers, alors vous allez me dire Thiers, oui, bah oui, malheureusement, Adolphe Thiers, c'est presque son homonyme, hein, mais Adolphe Thiers raconte toujours, cet officier, le général Thiers, négociateur adroit, s'était servi de la comtesse d'Augsberg, qui était unie par un mariage morganatique à l'électeur régnant de Baden, et qui avait besoin de la France pour faire reconnaître ses enfants. Par l'influence de cette personne, Thiers avait obtenu de la cour de Baden une démarche délicate qui consistait à se désister de toute vue sur la main de la princesse Auguste de Bavière, et cette démarche obtenue, l'électeur et l'électrice de Bavière demeuraient sans prétexte pour refuser une alliance qui leur valait en dot quand même, parce qu'il y a quand même une petite contrepartie en dot, la Bavière va recevoir le Tyrol, excusez du peu, avec une partie de la Souabe. Donc c'est un territoire très important. Thiers, qui écrit toujours, Adolphe Thiers, hein, raconte toujours, ce n'était point la seule union allemande à laquelle songea Napoléon. L'héritier de Baden auquel on venait d'enlever la princesse Auguste de Bavière restait à marier. Napoléon lui destinait mademoiselle Stéphanie de Beauharnais, donc une de ses parentes par alliance, parente bien sûr de Joséphine, personne douée de grâce et d'esprit, et qu'il voulait créer princesse impériale. Il chargea donc monsieur le général Thiard de conclure cet autre mariage. Enfin, pour terminer, le vieux duc de Wurtemberg avait une fille, la princesse Catherine, dont le malheur a fait ressortir depuis les nobles qualités, raconte toujours Adolphe Thiers. Napoléon désirait l'obtenir pour son frère Jérôme, mais des liens contractés par celui-ci en Amérique sans autorisation de sa famille, vous vous rappelez que Jérôme Bonaparte a épousé, sans l'accord de Napoléon, la petite Betsy Patterson, eh bien, ces liens étaient un obstacle qu'on n'avait pu lever encore. Il fallait donc attendre pour ce dernier établissement. Sans perdre de temps, Napoléon signa 3 traités d'alliance avec Baden, le Wurtemberg et la Bavière.
Ces traités sont signés les 10, 12 et 20 décembre de cette même année, et le général Thiard en est donc nanti en partant pour négocier les mariages projetés. Vous le voyez, il a eu un rôle très important. Alors vous allez me dire, ça n'est qu'un mariage, ça n'est que de la diplomatie. Et oui, mais en ces années-là, la diplomatie compte énormément. Vous n'allez pas me dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça ne compte pas. On en voit encore des conséquences si importantes. Mais Thiard, dans ces moments quand même de trouble, notamment d'après-révolution, a donc entre-temps joué aussi un rôle auprès de l'empereur. Je vous le disais, il a accompagné Napoléon pendant la plus grande partie de la glorieuse campagne de 1805, qui a été marquée, vous le savez, par la capitulation d'Ulm, la prise de Vienne et la victoire d'Austerlitz. Il s'est fait conférer à cet effet le grade de capitaine des chasseurs à cheval de la garde le 28 septembre 1805, et de retour en France, à la fin de cette même année, il a été promu chef d'escadron à la suite des troupes à cheval, le 27 décembre. Ce qui veut dire qu'il est chambellan, il est espion et diplomate très important, espion parce qu'il doit voir un petit peu, mettre son nez un peu partout, et qu'en plus, il suit une triple carrière parce que militairement, bah, excusez du peu, il devient quand même chef d'escadron. Donc, c'est un poste quand même qui est on ne peut plus officiel et qui reconnaît aussi ses mérites. On va lui offrir, là, pour le remercier des services rendus, on va offrir également à Thiard, au général Thiard, la place de grand maître de la garde-robe. Là, c'est un titre honorifique, mais rassurez-vous, il ne va pas s'occuper de la garde-robe de Napoléon, mais il va s'en occuper d'un point de vue administratif, de suivi de la maison de l'empereur. D'ailleurs, je vous renvoie aux travaux de Charles Otto Ziznis, qui avait publié un certain nombre d'articles dans la revue du Souvenir napoléonien, ou plus récemment, les travaux de Pierre Brandat sur la maison de l'empereur. Il va avoir également le rôle de ministre plénipotentiaire à Florence, c'est-à-dire d'ambassadeur de l'Empire français à Florence. Mais il va faire le choix, alors qu'on lui offre quand même ce rôle, il préfère suivre la carrière des armes, parce que c'est quand même un militaire dans l'âme. Alors Napoléon va l'adresser à Monsieur de Lauriston, qui commande à Raguse, avec le billet suivant: Monsieur le général Lauriston, j'envoie Monsieur Thiard, chef d'escadron, pour servir près de vous en qualité d'aide de camp, autant dire son homme, son bras droit. Il a servi avec distinction, écrit Napoléon toujours, à la Grande Armée. Je vous le recommande. Il a de la finesse, de l'esprit, et il peut vous servir dans toutes les opérations, non seulement militaires, mais même diplomatiques. Et oui. Mon intention, dit Napoléon toujours, est que vous le mettiez à même de servir parce qu'il m'a donné dans différentes circonstances des preuves d'attachement. Sur ce, formule de politesse habituelle, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. Saint-Cloud, le 8 mai 1806, signé Napoléon. Et vous allez me dire, après cette année 1806, parce que finalement les mémoires s'arrêtent là. Et bien pour les années qui suivent, je rappelle un peu ce qu'avait travaillé et ce qu'avait étudié et retrouvé Léonce Lex. Et bien pour les années qui suivent, Lex nous raconte, après la levée du siège de Raguse, pendant lequel il a été versé, donc Thiard a été versé au 9e régiment de dragons le 19 juin, et bien Thiard rejoint Iéna, l'empereur, qui par décret du 23 octobre de cette même année 1806, va le nommer gouverneur des cercles de Misny et de Haute et Basse Lusace, et commandant des troupes bavaroises et wurtembergeoises, à la tête desquelles il doit marcher sur Dresde. Donc vous voyez vraiment un rôle militaire là majeur. Thiard va s'installer dans cette ville, va détacher habilement la Saxe de la Prusse, son allié, et également chargé, mais là cette fois-ci directement, non pas pour travailler les choses préparatoires, mais vraiment directement, il est chargé de ratifier le traité de Posen qui érige le duché en royaume. Et ensuite, c'est Napoléon qui va signer le document officiel. Alors vous allez me dire, là, voilà, la carrière devant Thiard se présente, on ne peut mieux. Eh bien non. Eh bien non, parce que subitement, peu de temps après avoir été quand même promu, même major à la suite de Dragon, donc là il arrive quasiment au généralat, et il va devenir d'ailleurs le général Thiard, c'est pour ça qu'on l'appelle de cette manière. Eh bien le 13 janvier 1807, en raison des dissentiments avec l'empereur, on ne sait pas d'ailleurs l'origine, la nature et la valeur desquels on n'est pas très bien fixé, subitement, Thiard démissionne de toutes ses charges en février de cette même année 1807. Donc on ne va pas le retrouver ni à Eylau, ni à Friedland. Alors, j'ai cherché un petit peu, on a même d'ailleurs plusieurs a été cherché, mais Léonce Lex avait travaillé un peu de ce côté-là. Moi, j'ai un peu regardé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il a été victime d'un passe-droit qui aurait mal tourné? Est-ce que son caractère emporté? Je vous rappelle quand même que dans ses premières années,
il avait choisi quand même d'affronter la France, quand même, hein. Il a porté les armes contre son pays. Est-ce que c'est ses allures un peu indépendantes, ses libres appréciations, peut-être un excès de familiarité avec Napoléon qui était un peu proche de lui maintenant, ou d'ancienne rancune, d'une réponse courageuse, bref, on n'en sait pas grand-chose. Mais c'est un peu peut-être tout ça à la fois parce qu'il y a des éléments qui apparaissent. Au moins, il y a peut-être un élément, c'est que l'empereur commence à se méfier de lui. Il se dit peut-être qu'il commence un peu à jouer un double jeu. Je ne fais pas allusion ici à un certain agent qui a été joué par le regretté Sean Connery. Rien à voir, on n'est pas dans 007, mais c'est un peu de même chose. Est-ce qu'il aurait tourné Thiard? Est-ce qu'il est passé de l'autre côté avec des amis qui étaient quand même restés de ce côté-là? Mais Napoléon commence à s'en méfier et Thiard lui-même prétend dans ses mémoires que Napoléon aurait fait ouvrir sa correspondance. Donc là, il y a vraiment un manque de confiance entre les deux hommes. On va l'accuser dans les milieux impériaux et même autour. On va accuser Thiard d'avoir commis des exactions en tant que gouverneur de Dresde. Et étant donné les lettres dans lesquelles, à son départ, les magistrats de cette ville éplorés attestent son amour de l'ordre, de la justice et de l'humanité, on peut en douter quand même. En tout cas, une scène assez vive va avoir lieu entre Napoléon et Thiard en cette même année 1807. Et le général va devoir remettre sa clé de chambellan, excusez bien, écoutez bien, sa clé de chambellan, sa croix de la Légion d'honneur, et il ne va même pas retourner à Dresde, où sa présence aurait pu cependant prévenir la funeste défection des Saxons à Leipzig. Hein, je vous rappelle un épisode resté fameux. À partir du 22 mars de cette même année 1807, il est exilé dans sa terre de Wolvry, et il va falloir attendre seulement le 18 décembre 1809, sur une démarche d'ailleurs personnelle du roi de Saxe, qui a gardé de très bons contacts avec lui, eh bien, qu'on lui permet enfin de quitter cet exil un peu forcé dans sa terre de Wolvry. Mais il ne reprend pas, malgré le bruit qui encourt plusieurs fois ses fonctions auprès de l'empereur. L'entrée seulement des Alliés, donc on est déjà en 1814, en France, donc en cette année 1814, va le décider à remettre son épée au service du pays pour défendre Napoléon. Il accourt dès les premiers jours de la sombre année 1814, lorsque les troupes coalisées font leur entrée sur le territoire national, et successivement, parce qu'on a besoin évidemment de personnes comme lui, alors qu'il n'a pas servi quand même depuis 7 ans, et bien successivement, on va le nommer sous-lieutenant le 28 janvier 14, lieutenant le 30 mars, et adjudant commandant le 7 avril dans la garde nationale. Mais le 7 avril, vous le savez, depuis un jour, depuis le 6 avril 1814, Napoléon a abdiqué, mais il est nommé, lui, à un autre endroit et il n'apprend la nouvelle qu'un peu plus tard. Pour ce qui est de la suite, eh bien, toujours, si l'on suit les travaux de Léon Slex, Louis XVIII va faire de Thiard en quelques mois un maréchal de camp, le 4 juin 1814, chevalier de Saint-Louis, le 29 juillet, officier, puis commandeur, donc le 24 août, puis le 14 février 1815, commandeur de la Légion d'honneur. Donc c'est ça en fait qui fait prétendre qu'il avait gardé des accointances avec le camp d'en face, si l'on peut dire, avec les royalistes. Mais quand même, ses idées, car à l'armée de Condé d'abord, puis sous l'Empire ensuite, il s'était fait en son cerveau, raconte Lex, et en son cœur un sourd travail d'accession au principe de 89, et oui, il s'était rallié aux idées de la Révolution. Eh bien, petit à petit, il va adopter avec toute l'ardeur de son tempérament, jusqu'à son dernier jour, eh bien, des convictions politiques, on va dire entre guillemets, progressistes. Ce qui va le rendre bientôt suspect au gouvernement de la Restauration de Louis XVIII. Je vous passe l'épisode du début. Hein. On va faire appel à son concours pour assurer la haute police du Palais Royal et de ses dépendances le 16 juillet 1814, mais il va refuser. On va lui donner le commandement d'une partie de la première division militaire à Paris, mais il ne suit pas véritablement les instructions. Et donc, tout à coup, eh bien, on le met en non-activité le 23 janvier 1815. 23 janvier 1815. Il prend le parti de rester un bonapartiste. Bien lui en prend, parce que vous le savez, un mois et quelques jours plus tard, à la fin du mois de février, Napoléon quitte l'île d'Elbe, et c'est l'épisode des 100 jours qui débute. 100 jours, c'est l'appellation, en fait, ce n'est pas l'appellation des 100 jours que Napoléon passe, en fait, c'est les 100 jours que Louis XVIII quitte le trône des Tuileries pour revenir, donc c'est les 100 jours qui l'ont vu partir du trône des Tuileries. Mais bref, ces 100 jours que vous connaissez, eh bien, à la nouvelle du débarquement de Napoléon en France, le roi, qui sent évidemment la nécessité de désarmer des rancunes possibles, fait litière de ses griefs contre le général et va l'investir du commandement du département de l'Aisne le 10 mars.
avec ordre de marcher contre des hommes proches de Napoléon, les frères Lallemand, qui sont deux généraux qui viennent de faire reprendre la cocarde tricolore à leurs troupes. Un peu comme ce qui va se passer, vous le savez, ce qui s'est passé plutôt le 7 mars, donc quelques jours auparavant, vous le savez, à la Fraye, avec les cocardes du 5e et du 7e régiment. Thiard va refuser toutes ces offres de la Restauration, même s'il est mandé chez le duc de Berry. Il va lui opposer pour toute réponse ces paroles. Il va dire au duc de Berry: Monseigneur, c'est déjà trop pour moi d'avoir eu le malheur, dans ma jeunesse, de porter les armes contre mes citoyens. Eh bien, je ne les tournerai désormais que contre les ennemis de mon pays. Autant dire qu'il choisit le camp de la France. Quel que soit d'ailleurs Napoléon ou d'autres, il choisit le camp de la France. Il ne veut pas aider finalement les troupes coalisées. La rentrée de l'empereur aux Tuileries le sauve du conseil de guerre et son attitude énergique va le faire envoyer à la Chambre des représentants par le collège du département de Saône-et-Loire à partir du 12 mai 1815. Il est donc élu, si on peut dire aujourd'hui, il serait une sorte de député, hein, c'est un peu le cas. Il est à la Chambre des représentants. Et ensuite, on le retrouve, si on peut dire, sans jeu de mots, à la Chambre introuvable par les deux collèges d'arrondissement de Châlons et de Louhans le 14 août 1815. Mais vous l'aurez compris, 14 août 1815, Napoléon est déjà parti. Et il siège que dans la seconde. Il siège que dans la première, pas dans la seconde. Et le grand collège ne l'ayant pas élu. 1815, eh bien, on va commencer à faire la chasse aux sorcières, vous le savez. Après l'affaire de la conspiration de Grenoble, où il a été jugé comme étant, comme ayant favorisé les trahisons multiples. Il n'était pas là-bas, mais il a refusé finalement de servir, donc on porte un peu rigueur. Thiard va être arrêté. On ne sait pas trop bien d'ailleurs s'il se livre lui-même, mais bon, il semble avoir été arrêté. Il va être incarcéré, ça on en est sûr, à la prison de l'Abbaye à partir du 6 mai 1816 pour 6 mois. Cet épisode va lui attirer les faveurs des électeurs constitutionnels de Paris, parce qu'au moment des élections, d'avoir été incarcéré, ça le porte du côté gauche de l'Assemblée. Et en 1817, il est choisi pour candidat en compagnie de Lafayette et de Benjamin Constant. Et puis 3 ans plus tard, la Saône-et-Loire le nomme dans plusieurs collèges de représentants. Pendant cette longue carrière de parlementaire qui s'ouvre pour lui, le général Thiard va rester fidèle, comme le dit d'ailleurs Léon Slex, fidèle à la sainte cause de la liberté. Il va siéger au premier rang de la gauche et il va devenir un des champions de l'opposition, opposition tout craint finalement à cette restauration un peu dure, notamment au moment des ultras avec Charles X. C'est quand même un drôle de destin, vous en conviendrez, mesdames et messieurs, parce qu'en effet, après lui avoir rappelé sans cesse au début ses bottes qui étaient un peu couvertes de la boue, de ce qu'on appelait la boue de Coblentz, d'avoir choisi du camp opposé, on va finir par lui reprocher, à la fin de sa vie, de coiffer le bonnet rouge à toute occasion. Concernant sa carrière militaire, eh bien, vous vous en doutez, il est assez âgé déjà maintenant, puisque, je vous le disais, pour l'époque, c'est déjà vieux, près de 50 ans. Thiard va être mis en disponibilité le 1er avril 1820. Son passage dans le cadre de réserve de l'état-major général est décidé le 25 mai 1832, donc 12 ans plus tard, et la liquidation de sa pension de retraite est signée le 25 septembre 1834. Mais ça n'est pas fini. Il reste encore un petit épisode. En 1848, une dernière mission va lui être confiée. La discussion de l'article de l'adresse. Vous savez ce que c'est qu'une adresse, c'était donc un projet de document. L'adresse consacrée aux affaires de Suisse, et oui, on revient en Suisse, fait ressortir, je cite, la nécessité d'envoyer pour représenter la France dans ce qu'on appelle à l'époque, c'était l'appellation qu'on lui donnait, la forteresse de la démocratie, un défenseur convaincu de la liberté. Le gouvernement provisoire de 1848, donc qui va être nommé et qui va arriver avec la Seconde République, eh bien le gouvernement provisoire va nommer Thiard ambassadeur de la République française près la Confédération helvétique, le 4 mars 1848. Le découragement ne tarde pas quand même à s'emparer de lui à la vue de ce qui se passe à Paris, puisque les événements sont assez douloureux. Et il reste donc en Suisse pour quelques mois, presque une année, et il va refuser finalement ses fonctions, va remettre sa démission un an après, le 8 avril 1849. Il tombe malade, une longue maladie, et il va s'éteindre le 28 juin 1852, donc quasiment d'un empire à l'autre. On est à quelques mois de la proclamation du Second Empire.
Thiard meurt dans sa 81e année. Je n'ai pas dit de mot d'ailleurs sur sa vie privée, de l'union qu'il avait contractée il y a bien longtemps de cela, hein, puisque c'était le 23 décembre 1801 avec mademoiselle Marie-Madeleine Aglaé et Léonore de Moreton-Chabriant. Thiard a eu 2 filles mariées, l'une au marquis d'Estampes, l'autre au marquis de Bouillé. Revenons quand même à ses mémoires, pour terminer. Ces mémoires passionnants, il semble avoir été rédigé, après avoir un peu travaillé les différents éléments, semble avoir été rédigé selon toute vraisemblance en 1843. Et j'allais presque vous dire, ça, j'ai trouvé que c'était un des chaînons manquants de la geste napoléonienne, de l'épopée, puisque c'est le titre que nous avons trouvé, cette épopée en direct que nous vous invitons donc à suivre depuis tout à l'heure, depuis presque 1 heure. Vous êtes voilà, plusieurs dizaines à suivre cette conférence. Le général Thiard, au cours de sa longue carrière d'officier, de chambellan, de diplomate et de député, avait pris sur les événements auxquels il fut mêlé des notes. Il a pris des notes toute sa vie durant. Et bien, par une disposition de son testament, dans son testament, il a demandé, c'est terrible, hein, pour nous qui sommes historiens et les chercheurs, il a demandé la destruction totale de toutes ces notes. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'on ait encore ces mémoires? Eh bien, le hasard, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est le hasard, a fait échapper 2 choses. Premièrement, un journal de l'armée de Condé de 1791 à 1793, parce qu'en fait, il y avait une copie qui se trouvait chez son gendre, le marquis d'Estampes, et qui est devenu ensuite, de fil en aiguille, a été reconnu aussi, a été retrouvé dans les papiers de son petit-fils, le petit-fils du général, lui-même aussi marquis d'Estampes, qui a bien voulu enrichir les archives ensuite du département de Saône-et-Loire. Donc, le document, le journal de l'armée de Condé, entre 1791 et 1793, se trouve aux archives du département de Saône-et-Loire. Et les souvenirs diplomatiques et militaires de 1804 à 1806, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Eh bien, ce document, ils sont entrés dans le même dépôt, avec la belle collection d'autographes et de manuscrits du docteur Abel Jandet de Verdun-sur-le-Doubs, qui avait réussi par la famille à retrouver ce document qui n'avait pas été détruit, pas été jeté au feu, si l'on peut dire, ou peut-être détruit pour une autre raison. On ne sait pas véritablement. Tout cela, c'est de souvenirs diplomatiques. Ça forme à peu près 10 cahiers, une dizaine de cahiers de 300 pages, une quarto, copiés de la main d'un secrétaire et qui ont été corrigés, on les retrouve, corrigés par le général lui-même. À feuilleter toutes ces pages, on en trouve le grand livre de la destinée impériale. On prend plaisir à capter ici ou là les confidences de boudoir, les tractations d'ambassade, je vous en ai parlé. On entend quand même résonner le bruit des chevaux, de la Grande Armée. Vous voyez derrière moi quelques gravures. Les chœurs glorieux des cathédrales de Paris, de Milan. Et puis il y a quelques appendices qui ont été retrouvés dans les carnets de notes, qui n'ont pas été détruits. Quelques appendices qui complètent ses réflexions, qui précisent sa pensée à propos, par exemple, de la censure, de la Révolution. Il dit quelques mots de Marie-Antoinette qu'il a connue enfant ou adolescent, sur les chemins de fer qu'il a vu apparaître. Vous voyez, c'est vraiment passionnant parce qu'il s'intéresse à tout, notre général Thiard, et d'une certaine manière, il sait de quoi il raconte, de quoi il parle. La narration, elle est dynamique, elle est vive, sans fioritures excessives. On a gardé, vous verrez si vous retrouvez, et je vous invite vraiment à les lire, hein, ces souvenirs du général Thiard qui sont toujours donc édités par les éditions Sotéca, que vous retrouverez d'ailleurs chez nos bons libraires, je ne dis pas autre chose, chez nos bons libraires, eh bien, vous retrouverez l'orthographe originale. J'ai conservé l'orthographe originale. Par exemple, Davout, j'ai conservé l'original, c'est-à-dire Davoust, D-A-V-O-U-S-T. Stuttgart, comme on l'écrivait à l'époque, S-T-U-T-G-A-R-D. Karlsruhe, à la française, avec un C et non pas un K. Pradze, c'est Pradzen, mais il l'écrit sans N, comme à l'époque. Tout cela et toute cette façon d'écrire nous donne à lire une autre histoire de l'Empire, celle des soldats qui ont fait preuve d'abnégation, de tous ces jeunes diplomates talentueux, mais qui ne sont pas forcément restés dans l'histoire, de ces émigrés qui étaient autrefois de l'autre côté, qui ont été ralliés au moment du consulat et qui se sont mués, si l'on peut dire, en Sherpas de Napoléon. Ce sont eux qui ont été envoyés en première ligne. C'est vraiment, vraiment une plongée fascinante dans les arcanes du pouvoir. Et donc, je vous invite vraiment à retrouver le général Thiard et à retrouver vraiment cette envie, cette passion pour raconter une histoire
à nul autre pareil, parce que tiens, je vous dis, il raconte ses souvenirs à la fin de sa vie et se souvient qu'il s'est fâché avec Napoléon, mais il a compris peut-être le sens de l'histoire et de manière très objective, sans avoir véritablement de compte à régler ni de choses à gérer, eh bien, il nous les raconte avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de talent. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention à toutes et à tous. C'était un peu long, ça fait près d'une heure, voilà. Ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite, dans ces circonstances un peu difficiles, le meilleur pour vos proches. Je pense à toutes les personnes qui ont été atteintes de la maladie, à celles qui ont malheureusement qui nous ont quittés. Je suis de tout cœur avec vous. J'espère que voilà, que cette épopée en direct vous emportera, vous transportera dans l'histoire. Et je vous donne rendez-vous avec d'autres. Peut-être qu'on se retrouvera le mois prochain pour nous, tous ensemble. Mais je vous donne rendez-vous avec d'autres historiennes et d'autres historiens dans les jours à venir. Mais comme vous l'a dit tout à l'heure Nathalie Paolucci, tout ça est sur notre site internet de www.souvenirnapoléonien.org, sans accent bien sûr, www.souvenirnapoléonien.org. Retrouvez-nous et je remercie également toutes les personnes qui ont diffusé cette information, qui avaient partagé sur les réseaux. Je remercie nos amis du musée Napoléon de Brienne-le-Château. Je remercie évidemment les villes impériales. Je remercie aussi Conférencia, qui a participé aussi pour faire connaître cette conférence. Surtout, je dis un grand, grand, grand merci, un grand bravo à tous nos délégués régionaux, internationaux du souvenir napoléonien, à vous toutes et tous, mes amis, mes connaissances ou les gens qui nous connaissent de loin en loin, de partager ces vidéos pour faire découvrir notre histoire européenne, mondiale même, qui ont vraiment été marquées par la personnalité de Napoléon Ier et même, je vous ai dit tout à l'heure un petit peu, pour Napoléon III. Merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous.